Bonjour. Vous êtes journaliste, vous teniez la rubrique Transport et tourisme à 60 millions de consommateurs et à vos côtés, Henri Marnet-Corne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien pilote d'avion et vous avez été viré, vous allez nous raconter, un jour pour avoir refusé de faire décoller un avion potentiellement dangereux. Votre compagnie Air Libre vous a viré puisque vous avez refusé de faire décoller votre avion. Déjà, vous trois, vous avez peur en avion, vous deviez partir à Genève tout à l'heure. Jane, c'est plus sympa d'être là ou alors d'être en avion? Vous flippez, vous? Non, j'ai jamais peur en avion. J'ai peur quand les autres prennent l'avion sans moi, mais je suis une sorte de garantie. Ah bon, tout va bien. Voilà. Quand vous... Je suis désolée. Thierry? Un peu des fois. Vous allez voir, dans ce qu'il raconte dans le détail, ça fait un peu froid dans le dos. Et Moi, vous j'avais très peur. Mais vraiment, j'étais obligée de monter avec... Ça s'est un peu calmé, mais au départ, quand même, c'est pas naturel d'être là-haut. Ouais, ça c'est certain. Alors, on va développer point par point. La phrase choc quand même du livre au départ. Vous dites, vous êtes journaliste, j'adorais l'avion et aujourd'hui, au vu de notre enquête, donc de votre livre, je ne le prends plus l'avion. Pourquoi pour démarrer? C'est un choix personnel, moi, que j'ai fait. Je sors d'un an d'enquête où j'ai vu l'envers du décor. J'ai vu un petit peu les plus mauvais côtés de l'aviation civile. J'ai réuni beaucoup de témoignages, j'ai fait parler beaucoup de pilotes, de commandants de bord comme Henri avec qui j'ai écrit ce livre. Et c'est vrai que je vais attendre un petit peu avant de remonter dans un avion. Carrément. Alors le premier point, Henri, que vous dénoncez, c'est vous attendez quoi exactement? Parce que à part que les agents de sécurité ne viennent plus vous casser les bras puisque vous avez écrit le bouquin, vous attendez quoi avant de reprendre l'avion? Vous dites je vais attendre un petit peu. Que le flic passe, quoi, grosso modo. Oui, c'est ça, oui. Parce que moi, j'ai vu le plus mauvais côté pour l'instant. Puis surtout, j'aimerais que les instances de contrôle fassent leur travail correctement, déjà. Alors, on va prendre le récit point par point. Le livre démarre par un récit imaginaire, mais où on comprend bien la chaîne de responsabilité. Vous dites pour une catastrophe. Quand il y a une catastrophe, la chaîne de responsabilité, c'est celle-là. D'abord, le choix d'une compagnie sur une liste noire norvégienne, par exemple, par le tour opérateur, afin d'économiser 1,50 € par siège, un avion à bout de souffle, un équipage usé, mal formé et sous-payé, une erreur de pilotage. Ça, c'est un peu le point de départ. Alors, vous sous-entendez très clairement au début du livre qu'une compagnie pas chère, c'est forcément une compagnie pas sûre, grosso modo. C'est un peu ça. Hein. Il y a un synonyme évident, quoi. Si vous voulez, quand un accident aérien survient, c'est une suite d'événements qui causent cet accident. Ce n'est jamais une cause déterminée. Dans une seule cause. Dans ce livre, nous identifions un certain nombre, non pas de causes, mais de fautes commises en amont qui vont amener à cet accident. Alors vous démarrez en disant, contrairement à ce qu'ils prétendent, s'ils le voulaient bien, les voyagistes pourraient très facilement accéder à des informations sur le niveau de sécurité des compagnies. Donc là-dessus, vous voulez dire que les compagnies qui choisissent comme ça, enfin les voyagistes qui choisissent des compagnies pas sûres, elles le savent au départ. Nous, les voyagistes qu'on a interrogés, ils nous répondent d'une même voix, l'aviation n'est pas notre cœur de métier. Nous, on trouve ça un petit peu hypocrite dans le sens où certains voyagistes, s'ils veulent bien s'interroger sur les conditions d'exploitation des avions des compagnies qu'ils choisissent, ils peuvent vraiment apprendre des choses sur ces compagnies. Il y a un voyagiste, par exemple, qui s'appelle Best Tour, qui a renoncé à utiliser une compagnie qui s'appelle Phuket Airlines parce que les avions étaient à bout de souffle, parce qu'il y avait des incidents qui se répétaient. Et il le savait, ça? Oui. Il suffit de faire un audit ou d'expertiser un petit peu la compagnie, puis simplement de se tenir au courant des incidents qui généralement sont publics. Mais par exemple, vous citez l'exemple d'un avion de la compagnie sénégalaise Gomcrest affrété par le Club Med, c'était en 92 pour transporter donc les gentils membres du Club Med, et vous écrivez dans les manquements à la sécurité citant en vrac une porte qui ferme avec un tendeur, des sièges qui ne tiennent plus, une assurance aux abonnés absents et aux commandes attention les yeux, un pilote myope à ce jour-là privé de ses lunettes qui avait par ailleurs l'habitude de boire sec. En approche, le pilote a confondu les lumières de la piste avec celles d'un hôtel. Et il y a eu une trentaine de morts. On mettrait ça dans un film, on n'y croirait pas. Mais ça, vous voulez dire que... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Non, mais il y a eu un procès. Tout ce que vous venez de citer, ça a été démontré dans le procès. Le Club Med, le Club Méditerranée a été condamné d'ailleurs. Vous savez donc que cette compagnie-là était pas fiable? On ne dit pas, c'était une ligne intérieure. Donc là, c'est la difficulté sur les lignes intérieures, c'est d'avoir effectivement des informations. Mais on ne dit pas que dans ce cas-là, ils savaient forcément. Mais dans la majorité des cas, les voyagistes savent. Et on a remarqué que certains voyagistes utilisaient des compagnies avec lesquelles ils avaient eu des incidents et ils continuaient ensuite de les affréter. Alors concrètement, vous diriez quoi déjà pour les téléspectateurs qui regardent, de prendre des grandes compagnies, style Air France, plus on voyage dans des compagnies ou nationales, des grandes compagnies, moins on a de risques, vous diriez ça? Non, il est important d'avoir conscience de l'évolution du transport aérien. Bon, le transport aérien date environ un peu moins d'un siècle. Ouais.
avec donc les débuts de l'aéropostale. Au début, jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années, l'évolution, le niveau de sécurité a été en constante progression. Ouais. Et donc il y a une 10-15 ans, il y a eu un autre langage, d'autres méthodes qui sont apparues, parce que les banquiers, les financiers, les businessmen ont investi la place, quoi. Donc ils sont arrivés avec leur langage, diminuer les coûts, augmenter la productivité, diminuer les coûts, Donc il y avait une pression forte que vous avez subie, Voilà. vous, quand vous étiez ancien pilote à Air Libre, Oui, vous le sentiez, ça? Bien évidemment. Comment, par exemple? Mais comment? Eh bien, par les pressions, tout un tas de pressions pour... le commandant de bord a un certain nombre de pouvoirs que lui accorde les règlements, quoi, hein, le code de l'aviation civile en particulier. Et donc, ces pouvoirs sont un frein à la productivité, puisque c'est de ça dont il s'agit. La productivité, être productif, diminuer le coût. Vous comprenez on bien vous le disait que la comment, sécurité... par exemple, quand vous avez refusé de décoller, on vous le disait comment? On vous le disait, vous êtes bien gentil, mais on doit faire rentrer de l'argent, donc vous décollez avec un avion qui est peut-être pas complètement... Le seul fait de proposer un avion qui n'est pas en bon état, c'est une forme de pression, c'est la plus légère, mais elle existe. Je voudrais rappeler simplement qu'il y a quelques semaines, un commandant de bord de la compagnie Iberia, qui s'appelle Miguel Gordillo, a été licencié, c'est tout récent, parce qu'il a refusé de prendre en compte un avion qui n'était pas entretenu sur Iberia, sur Iberia, une grosse compagnie. Vous dites dans le livre, les compagnies africaines sont jusqu'à 13 fois plus dangereuses par rapport au taux général. C'est des statistiques. Hein, mais 13 fois, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que des compagnies qui sont basées dans des pays, par exemple, qui ont été ruinés par des guerres civiles, n'ont pas de structure administrative pour pouvoir les contrôler correctement. Donc on peut faire tout et n'importe quoi dans ces compagnies. Puisque le principe de l'aviation civile internationale, c'est la souveraineté des États pour contrôler leurs propres compagnies. Mais là, il y a donc cette liste noire qui va être publiée la semaine prochaine. Donc c'est un pas... clairement un pas en avant là-dessus. Non, c'est une fumisterie. Pourquoi une fumisterie? Déjà, on sait que les compagnies qui sont proposées par la France pour cette liste noire européenne, ce sont celles qui ont été proposées en août 2005. Ce sont des compagnies, il y a une compagnie nord-coréenne qui, si ça se trouve, n'a même pas redemandé les droits de trafic sur la France. Il y a une compagnie comorienne, il y a une compagnie, je crois, du Mozambique. Donc, le problème, c'est qu'on fait croire aux consommateurs qu'avec cette liste noire, ils sont en sécurité, mais c'est totalement faux. La bonne démarche pour nous, ce serait plutôt d'interdire toutes les compagnies des 30 pays qui ont été visés par l'OACI, l'Organisation internationale du transport aérien, qui disent qu'il y a 30 pays qui sont incapables de surveiller correctement leurs compagnies. Donc vous voulez les interdire, les 30, quoi? Interdire toutes les compagnies de ces 30 pays. Donc, si on considère, par exemple, qu'il y a 5 compagnies par pays... Pourquoi on ne le fait pas, d'après vous? Parce que... Il y a des réalités économiques puissantes. Bizarrement, quand on vend des Airbus neufs ou d'occasion à l'Égypte, par exemple, l'Égypte n'a pas de marché intérieur. Son marché, c'est de venir chercher, les compagnies égyptiennes, de venir chercher des touristes en Europe. Donc, on ne va pas à la fois leur vendre des Airbus neufs ou d'occasion et ensuite les interdire, les mettre sur une liste. On se heurte à une réalité économique. C'est quoi les 30 pays comme ça? Vous pouvez nous en donner quelques-uns moi, je les ai mises pour les lecteurs sur mon blog. Mais dites-nous comme ça, parce qu'on ne va pas forcément voir votre blog, mais dites-nous quelques pays. Il y a 3 pays européens dedans. Il y a Hongrie, Portugal et Chypre. Ces pays-là, donc vous recommandez de ne pas prendre leur compagnie aérienne. Et puis, il y a un pays fondateur des Nations Unies et de l'OACI, c'est la Russie. Et sinon, je peux vous citer les autres. Donc, Albanie, Belize, Biélorussie, Botswana, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Croatie, Ghana, Guyana, Kenya, Laos, Macédoine, Mali, Mongolie, Mozambique, Birmanie. Enfin, je les ai mis sur mon blog, moi, donc en tapant... Pour terminer, allez-y. La question qu'il faut poser, est-ce qu'il y a derrière ces listes noires ces labels bleus, parce qu'on nous a proposé des labels bleus, est-ce qu'il y a la volonté politique pour que cela change? Alors, à vous entendre, pas vraiment. Donc, quand Jacques Barrot, le commissaire européen des transports, dit « Je suis en mesure d'assurer que les compagnies identifiées dans la liste noire n'auront pas la possibilité d'entrer en Europe avant qu'elles aient résolu leurs problèmes », pour vous, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Ce qu'il est important de dire, c'est qu'après l'accident de Sharm el-Sheikh en janvier 2004, M. Dorobien, ministre des Transports, nous a promis un label bleu. Avec ce label bleu, il devait résoudre tous les problèmes. D'autres de Sharm el-Sheikh ne devaient plus se produire. On attend toujours, c'est ça? Et non seulement on attend toujours, mais 18 mois plus tard, c'est-à-dire en août 2005, l'accident de Maracaibo avec la West Caribbean s'est reproduit exactement dans les mêmes circonstances que Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire une compagnie poubelle, avec des avions en mauvais état, mais cependant autorisés à transporter des passagers
et donc utilisé par les tour opérateurs. Donc si vous voulez, en 18 mois, rien ne s'est passé. Alors maintenant, on nous propose des listes noires. Mais derrière ces listes noires ou ces labels bleus, il n'y a pas la volonté pour que cela change. Et pourquoi ? On a bien compris. Pourquoi ? Parce que l'existence des compagnies poubelles, c'est une nécessité économique. Ce que je dis est très grave, mais c'est une nécessité économique. Si... Ça reste le moyen le plus sûr, hein, comme on l'a vu quand même dans le sujet. Plus sûr, ça ne veut rien dire. Plus sûr, mais à quel niveau plus sûr? Nombre de morts sur une année par rapport aux gens transportés. À quel niveau C'est un niveau très médiocre. Si on compare à l'automobile, c'est un niveau très médiocre. Pour terminer, les raisons pour lesquelles les gens meurent dans les crashs, souvent, c'est qu'on a fait des économies sur la sécurité. C'est pour ça que c'est choquant.